Amis du jour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Derrière Binocle de la changement de batterie. On va changer la batterie. Est-ce que j'ai des batteries? J'ai des batteries. C'est parti. Amis du jour, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Derrière mes binocles. Oui, la lumière est très rouge, mais il fait extrêmement chaud, donc j'ai dû fermer les persiennes qui sont orange et renvoie donc une lumière orangée dans toute la pièce. J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai mis un peu de lumière de ce côté pour essayer d'avoir un... pas trop la gueule rouge, je suis déjà hyper rouge de base. On s'en fout, c'est ma vie. J'avais tourné cette vidéo il y a déjà 2 mois. Je l'avais tournée dans ma bibliothèque cette fois parce que je l'avais rangée. Et puis en fait j'étais extrêmement fatiguée, donc j'avais fait beaucoup de merde, comme d'habitude, mais c'était vraiment pas très sympa. Donc là je sais pas si je vais être très drôle, je sais pas si je vais avoir les mots qu'il faut, en tout cas je l'espère, parce que je refilme cette vidéo pour vous faire quelque chose d'un peu correct quand même. On est au mois de juillet, oui, et je refilme la vidéo des lectures et des achats du mois de mars, mais enfin c'est pas grave, hein, je ne me suis pas donné de deadline pour rien du tout. On avait dit que c'était la chaîne à la cool, c'est la chaîne à la cool, et s'il faut que je parle de mes lectures de mars en juin, je vais avoir beaucoup de mal. Ça va être super dur, mais on va y arriver. Je suis comme d'habitude accompagnée de mon petit cahier Notes of a Genius qui va beaucoup m'aider. Pardonnez si je bafouille, si je ne suis pas très claire, si parfois j'ai envie de me baffer, c'est fort possible que ça arrive à un moment ou à un autre. Mais enfin, nous voilà sur cette vidéo des lectures de mars et on commence sans plus attendre. Ma première lecture du mois de mars, c'était L'école du bien et du mal, sorti chez PKJ en 2015. C'est écrit par Soman Chainani et c'est traduit de l'anglais par Leslie Boitel-Tessier. Je ne... La meuf elle se relie pas. C'est traduit de l'anglais par Sophie Boissel-Tessier. Alors, à l'époque où je l'ai lu, et surtout à l'époque où j'ai tourné la première vidéo, je ne savais pas qu'un film allait sortir sur Netflix, je crois, mais effectivement, le livre, le roman va être adapté sur Netflix. De quoi ça parle concrètement? Eh bien ça parle des apparences, de ce qu'est le bien et de ce qu'est le mal, puisqu'on va suivre 2 jeunes filles, Sophie et Agatha, qui ont été élevées toutes les 2 dans un village dont j'ai complètement oublié le nom, mais est-ce très important? Je ne pense pas. Sophie, elle, c'est le genre la petite fille à papa, la princesse, son père s'en fout un peu d'elle quand même, mais bon, c'est une famille importante, elle est jolie, elle est gentille avec tout le monde, et son rêve à Sophie, c'est d'intégrer l'école du bien, l'école du pays qui forme en fait les gentils des contes de fées, donc c'est l'école du bien. Et elle est persuadée qu'elle va être enlevée par... parce que oui, tous les enfants qui intègrent ces écoles sont enlevés, c'est très violent, par le directeur de l'école, avec eh bien sa némésis, puisque quand on est un gentil, il faut forcément avoir un méchant, et elle est persuadée que la méchante, ça va être Agatha, qui est un peu la jeune fille recluse, qui tire tout le temps la tronche, qui habite de l'autre côté du cimetière, donc un peu fille de sorcière et tout. Personne n'aime vraiment au village, et pour Sophie, être la copine d'Agatha, c'est un peu genre... la bonne action, tu vois. Donc Sophie, elle veut vraiment être une gentille. Agatha, elle s'en fout de tout ça, elle regarde Sophie, enfin elle suit un peu Sophie, genre bon tu vas être ma pote, ok, mais voilà quoi. Et il se trouve que toutes les 2 sont enlevées. Et que Sophie atterrit non pas à l'école du bien, mais à l'école du mal, et que Agatha, la renfrognée Agatha, la sorcière Agatha, la moche Agatha, arrive à l'école du bien au milieu de toutes les princesses blondes. Et ça, c'est le pitch de base de ce roman et de cette série. Alors après, bien sûr, ça va aller vers d'autres choses, puisque la série s'étire pour le moment, je crois, sur 6 tomes. C'était comment? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais pas si j'aurais autant aimé
si je l'avais lu en français puisque je l'ai écouté en VO. Je vous ai dit que bien souvent j'écoutais les livres que j'avais dans mes rayons, je vous le redirai à chaque fois. En fait à chaque fois que je vais écouter un livre audio, je vais vous dire pourquoi je l'ai écouté. J'écoute les livres audio, j'écoute les romans que j'ai dans mes rayons afin de savoir si oui ou non ils me plaisent. Et s'ils me plaisent, et ben du coup je les garde dans le rayon et sinon voilà. Donc là, l'école du bien et du mal c'est quand même une grosse série, je me suis dit ça m'intrigue quand même cette histoire de gentil qui va chez les méchants, de méchants qui va chez les gentils. Et bah c'était très cool. Ceci dit, je vous disais en français, peut-être que j'aurais un petit peu moins aimé. Parce que, bah ils appellent ça les gentils et les méchants. C'est très... Il y a quelque chose qui passe en anglais, The School for Good and The School for Evil, et je sais, en français ça fait un peu gamin de dire l'école des gentils, l'école des méchants. Mais j'ai trouvé ça très sympa, déjà parce que c'est un livre qui vous incite à aller au-delà des apparences, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a très envie d'être gentil et d'être une princesse que nécessairement on va faire partie des gentils, et c'est pas forcément parce qu'on n'a pas eu de chance dans la vie, qu'on a été abandonné par ses parents, qu'on vit seul et qu'on n'a pas du tout envie de prendre soin de soi, qu'on est chez les méchants, d'autant qu'il y a un passage que j'ai beaucoup aimé, c'est un passage où Sophie en fait prend un cours de méchante, et le prof leur dit: à votre avis, pourquoi est-ce que chez les méchants on est laid? Parce qu'il y a des trolls qui puent, il y a des sorcières avec des verrues, il y a que Sophie qui est jolie quoi là-dedans. Et le prof leur dit la raison pour laquelle on est laid, c'est qu'une fois qu'on a cessé de se soucier de notre apparence, et ben on peut se soucier de ce qui est important. Et j'ai trouvé ça vraiment cool et c'est là que je me suis dit ouais, le roman a un truc à donner réellement. Donc bon bah on a forcément le prince charmant, Sophie qui a très envie d'être avec le prince charmant puisqu'elle veut être la princesse de l'histoire donc il lui faut un prince, Agatha qui n'en a rien habité du prince mais bon visiblement eh bien le roman les poussent l'un vers l'autre, enfin c'est vraiment... Et puis il y a quelque chose de très profond, c'est que tout le monde dans ces écoles du bien et du mal ne fait pas partie, n'est pas un héros de conte. Certains vont finir corbeau de la méchante sorcière, petit écureuil qui ramasse les noisettes pour Blanche-Neige, tu vois ce que je veux dire? Ils ont pas tous un rôle de personnage principal. Et au milieu de tout ça, dans une pièce bien gardée de la tour, il y a cette espèce de plume qui commence à écrire un conte. Dès que la plume voit un personnage d'intérêt en fait dans les écoles, boum, elle commence à écrire son conte et quand elle trouve un gentil, elle trouve un méchant et donc elle va trouver le gentil et son némésis et elle va commencer à écrire l'histoire de Sophie et d'Agatha. Donc voilà, j'ai trouvé qu'il y avait plein de super idées dans ce conte, peut-être quelques longueurs et j'ai peur que sur les tomes intermédiaires, je veux dire tome peut-être 3, 4, il y ait quelques petites choses qui sont un peu longues. Mais enfin ce premier tome était vraiment très surprenant et franchement très sympa. Donc c'était une très très bonne lecture que je conseillerais je pense à partir de 12 ans et même un peu plus tard. Parce que je la trouve assez chouette pour des ados qui n'ont pas envie non plus de se casser la tête. C'est pas le texte le plus compliqué du monde. Mais une lecture très récréative, je la conserve donc avec grand plaisir et j'attends de voir ce qu'ils ont fait des personnages d'Agatha et de Sophie dans le film. J'ai vu la bande-annonce, j'ai quelques craintes quand même parce que des fois les films comme ça se prennent très au sérieux et moi personnellement ça me fait un peu peur parce que bon, c'est quand même un roman alors sur la fin non pas très léger mais faut pas non plus que ce soit un truc qui se prenne trop au sérieux. J'ai également lu La princesse sans visage de Ariel Holz, paru chez Slalom en 2022. Alors avant de vous parler d'Ariel Holz et tout, je vais vous parler du bouquin en lui-même. On y suit un royaume, enfin des royaumes qui sont les royaumes immobiles, qui sont maintenus par une force magique un peu chaotique qu'il faut modeler pour créer les choses et conserver les royaumes tels qu'ils sont. Puisque dans ce royaume, tout le monde est fait de cette espèce de puissance magique chaotique. Or, dans les trônes des 4 saisons, le trône d'automne est vacant depuis longtemps puisque le roi d'automne a disparu et donc les 3 reines restantes vont organiser sorte de concours, d'épreuves, voilà, pour trouver un monarque, ou en tout cas une monarque, parce que c'est souvent des reines, pour le mettre sur ce trône. Il se trouve que le roi d'automne avait une fille illégitime, Ivy, qui est planquée dans le royaume d'automne là-bas, qui est en train de tomber en décrépitude depuis qu'elle est toute petite. Et Ivy, un jour on vient la pêcher, on vient lui dire écoute, il y a des épreuves pour être à la tête de ce royaume d'automne, il faut que tu participes à ces épreuves. Les gars qui lui disent ça, ils savent très bien qu'Ivy, personne veut l'avoir sur le trône parce que personne ne veut un descendant direct du roi d'automne sur le trône, mais on va la chercher quand même pour pouvoir mettre un descendant direct, c'est un peu une sorte de résistance en fait qui vient chercher la fille illégitime pour la mettre sur ce trône. Et Ivy va se retrouver en pleine cour, au milieu de reines à moitié folles et de candidates pas vraiment moins folles, à devoir maîtriser une magie qu'elle ne connaît pas pour relever des épreuves et réussir à obtenir le trône d'automne. Grosso modo, c'est ça le pitch de base. Ariel Holz,
Je le suis depuis les Sœurs Carmine. Je l'avais rencontré sur un salon, sur le salon de Montreuil. J'avais acheté la trilogie des Sœurs Carmine. J'avais adoré. J'avais trouvé cet univers fourmillant d'idées. Alors, aujourd'hui on utilise ça un petit peu pour tout et pour vendre surtout. Mais là c'est vrai, des idées burtonesques. Donc il y avait beaucoup de Tim Burton dans les univers des Sœurs Carmine. On avait quelque chose de très riche, on avait des personnages qui avaient une vraie personnalité, et personnellement, j'ai adoré cette trilogie. Parce que je pense que c'était une trilogie. Après, chaque roman est bien distinct des deux autres, mais je pense que comme c'était un tout, il y avait quelque chose de très complet. Ensuite, j'avais lu Temps mort, je crois, chez Slalom ou chez 404, bon peu importe. Donc j'avais lu ce roman-là, que j'avais trouvé... Pareil, une super idée de base, mais les romans de Ariel Holtz font rarement plus de 250-300 pages, et je trouve qu'à chaque fois il y a une idée de fou à la base, et elle manque de développement. En fait, j'ai l'impression d'arriver dans ces romans comme si j'étais dans sa tête et que j'étais censée connaître tout le lore, tout l'environnement qu'il a donné à ces romans, et du coup, sur Temps mort, comme là, sur La Princesse sans visage, j'ai un petit arrière-goût de... Il me manque quelque chose là, tu me fous au milieu d'un roman et j'ai du mal. Et alors là où par exemple vous avez des romans qui sont très forts parce que les personnages n'appartiennent pas au monde dans lequel ils entrent, et donc le lecteur par le biais du personnage va découvrir tout l'univers que propose l'auteur, puisque le lecteur comme le personnage vont poser des questions, etc. Et ici c'est pas le cas. Parce qu'elle est paumée, mais nous aussi on est paumés, mais à aucun moment, ni elle ni nous, on y comprend quoi que ce soit. Elle va réussir les épreuves à chaque fois par un pur hasard, ou bien parce que quelqu'un l'aura aidé, ce qui fait qu'à aucun moment Ivy n'est réellement actrice de son challenge. Et du coup, comme elle n'en apprend pas beaucoup plus sur le royaume qui l'entoure et que ça reste très mystérieux pour elle, et ça reste trop mystérieux pour nous. C'est un premier tome d'une trilogie, je sais pas. Duologie, trilogie, j'avoue que j'en sais rien. C'est un premier tome, c'est tout ce que je sais. Peut-être qu'en lisant les tomes suivants, on se sentira plus à l'aise, mais en tout cas, moi, j'avais comme l'impression d'être dans une robe légèrement trop petite pour moi, dans laquelle l'étiquette me gratte et qui est un peu beige quand même. Oui, je n'aime pas le beige. Et du coup, ça manquait de quelque chose. Je trouve que j'ai eu l'impression en fait qu'on me pitchait l'histoire, qu'on me faisait un résumé très détaillé de l'histoire, et ça manquait un petit peu de... Ça manquait de détails, ça manquait de développement... Pour moi, encore une fois, parce que je l'ai lu en lecture commune avec ma copine Charlotte, dont je vous parle souvent, qui est également libraire jeunesse, et elle, par contre, elle a adoré, ça a été un vrai coup de cœur. Je crois que Marilyn aussi, je sais pas si j'en ai déjà parlé ici, mais Marilyn, avec qui je parle beaucoup sur Instagram, a également beaucoup aimé ce roman. Et moi, il m'a manqué quelque chose. Donc j'ai été très honnête parce que ce roman m'a été envoyé par les éditions Slalom. J'ai répondu à Carole qui m'avait envoyé le roman et je lui ai dit je ne peux pas faire de coup de cœur parce qu'il y avait un concours de coup de cœur dessus, de coup de cœur de libraire. Je lui ai dit je suis désolée, je peux pas faire de coup de cœur. Il m'a manqué quelque chose, il m'a manqué de... Je me suis pas sentie impliquée dans le roman et c'est très dommage parce qu'à chaque fois je me disais c'est une bonne idée. Ça c'est une super idée, ce personnage là je l'aime beaucoup mais ça manquait de liant. C'est comme faire une mayo sans jaune d'œuf, ça ne tient pas, les ingrédients ne se mélangent pas, je sais pas. Il y a eu un truc qui n'a pas fonctionné. Donc le roman en soi est bien, je n'ai rien de fondamental à reprocher au roman, le style est excellent. Ariel Holtz écrit très très bien, mais ça manquait un peu de développement, ça manquait de... Il n'y a rien qui m'impliquait réellement dans cette lecture. Voilà, donc j'ai bien aimé, mais j'ai bien aimé, c'est tout. Passons ensuite à un livre que j'ai écouté et ce fut une découverte... Oh, je vous spoil le truc, ça fut une découverte absolument merveilleuse. J'ai lu Néo, le tome 1 de Michel Bussy. C'est paru chez PKJ en 2020, pour le premier tome en tout cas. Et c'est un roman que je n'aurais pas lu si on ne m'y avait pas poussé. Je vous en parlerai un peu plus tard, je vous fais d'abord le pitch comme d'habitude. Imaginez, il y a eu une catastrophe, un nuage toxique que les adultes ont respiré. Et les seuls à avoir survécu, ce sont les enfants qui étaient dans le ventre de leur mère, puisque eux n'ont pas respiré ce gaz. D'accord ? On se retrouve 12 ans après la catastrophe. Certains adultes ont survécu suffisamment longtemps pour donner aux enfants, transmettre aux enfants
un peu de savoir, leur apprendre à chasser, à s'habiller, voilà, enfin comme des papas et des mamans lions, hein. Le lion ne reste pas 15 ans chez ses parents, bah là c'était un peu la même chose, c'était un peu galère, et ensuite tous les adultes sont décédés. Donc là on va suivre deux tribus, la tribu du tipi et la tribu du château. La tribu du tipi c'est des ados un peu sauvages qui vivent au rythme de la nature, qui cultivent, qui chassent, qui ne savent pas ou très peu lire en tout cas, et qui vivent dans la tour Eiffel, le tipi. Et ceux du château, ce sont 100 enfants privilégiés qui ont été sélectionnés par une femme qui s'appelle Marie-Lune. Marie-Lune a créé des supports pédagogiques pour enseigner à ses enfants, pour que ces enfants puissent transmettre l'histoire, la science, etc. et continuer à faire avancer le monde, à faire avancer la science et la technologie. Donc elle a fait des heures et des heures de vidéos, elle leur fait des cours à ses gamins, enfin bref c'est incroyable. Et ces enfants-là sont donc très instruits, ils sont divisés en 4 catégories. Il y a les singes qui s'occupent de tout ce qui est art et culinaire, musique, etc. Il y a les soldats, il y a les scientifiques et... il y en a une quatrième que j'ai oubliée. Les soldats, les scientifiques, les singes... il y en a peut-être que 3. Bon bref, peu importe, ils sont divisés en plusieurs factions et chaque faction suit des cours dans sa faction et va se spécialiser. Donc ils sont divisés en plusieurs factions et ils vont suivre les cours selon leur faction. Ce qui fait que chacun est spécialisé dans un domaine. L'histoire commence lorsque Zizomis, un petit bonhomme de 12 ans, est envoyé par ceux du tipi pour espionner ceux du château et est fait prisonnier par ceux du château qui vont dans un premier temps l'emprisonner et puis dans un second temps décider de l'intégrer à leur programme. Donc ça c'est le pitch de base. Pas d'adultes, 2 tribus, l'une hyper technologie, hyper instruite, hyper il faut qu'on porte en fait la culture qui a disparu pour pouvoir la transmettre aux générations suivantes, et l'autre qui a survécu comme elle a pu. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman ? Alors déjà, pourquoi je l'ai lu ? Moi, si vous voulez, j'ai beaucoup de mal en tant que libraire jeunesse à appréhender les lectures, les romans ou les albums ou quoi que ce soit écrits par des personnes qui écrivent de base en adulte. Parce que je trouve que la jeunesse, on lui a souvent craché dessus, en tout cas par le passé, c'était pas de la vraie littérature, etc. Et là, aujourd'hui, la jeunesse fait du chiffre. Et ça m'agace, mais ça m'agace fortement quand je vois que des gens aujourd'hui se disent que comme il y a du chiffre, bah faisons des trucs pour la jeunesse. Et je veux dire par exemple Dan Brown a fait des albums, alors je dis pas qu'ils sont pas bons mais Dan Brown a fait des albums, vous avez Columbine qui a fait La Tresse et le je sais plus quoi, enfin bref c'est pareil, tous ces romans ont été transformés en albums qui n'ont pas du tout marché chez moi d'ailleurs. Lévy a fait Le Petit Voleur d'Ombre, et Musso a fait La Jeune Fille de la Nuit, enfin voilà, c'est des choses qui m'agacent fortement parce que les éditeurs et les auteurs se tournent vers la jeunesse, je trouve, personnellement c'est mon avis, par opportunisme. Et là je me suis dit putain, Michel Bussy qui vend par milliers, qui va aller chez PKJ, on est content, il écrit son petit roman, et ben va te rhabiller ma petite parce qu'il a super bien bossé. C'est une personne qui travaille avec Michel Bussy, une amie qui travaille avec Michel Bussy chez PKJ qui m'a dit non vraiment lis-le, je te promets, il faut que tu essaies, il faut que tu lui donnes une chance. Je me suis dit bon je l'ai dans mes rayons, allons-y, je l'écoute en audio, ça ne me coûtera rien. Qu'est-ce que j'ai aimé ? Qu'est-ce que j'ai aimé ? Alors déjà, j'ai aimé parce que celui qui lit le roman sur Audible, c'est Damien Witeka. Enfin sur Audible, c'est Lizzie en fait qui produit, mais moi je l'ai acheté sur Audible. C'est Damien Witeka qui est la doublure de Leonardo DiCaprio, notamment. J'ai l'impression que Léo me lit mon petit roman. Il a apporté une dimension incroyable à ce roman, il a apporté une vie au personnage, je sais pas si j'aurais autant aimé si ça avait été quelqu'un d'autre, mais en tout cas Damien Witeka est pour beaucoup dans mon amour de ce roman audio. Et puis on a des personnages, c'est ce que je disais à Michel Bussy, la meuf, c'est ce que je disais à Mich, c'est ce que je disais à Michel Bussy quand je l'ai rencontré quand il est venu à Clermont. Il y a des personnages qui ne sont pas des personnages fonction, on n'a pas le rigolo, le fortiche, le machin, ils ont chacun des caractéristiques très marquées, mais ils vont bien au-delà de ça puisqu'ils évoluent énormément. Ils sont tous extrêmement attachants, ils sont d'une intelligence incroyable, l'histoire est hyper bien dosée, racontée. Je pense que Michel Bussy fait partie de ces conteurs. Je vous parlais des conteurs quand, alors sur Instagram, quand je vous parlais de ma lecture de Christelle Dabos, La Passe Miroir. Je vous ai dit il y a des auteurs qui sont des conteurs, et bien pour moi Michel Bussy est un excellent conteur. Ses romans sont rythmés comme il faut, on n'est pas tout le temps dans l'action, c'est pas du page turner tu vois, mais c'est
c'est tellement bien dosé qu'on n'a pas envie de quitter cette lecture, on n'a pas envie de quitter ces gamins qui sont hyper attachants. Donc voilà, pour moi ça a été une grosse découverte, un gros plaisir, donc je pense que je vais mettre un coup de cœur sincèrement sur... Enfin je vais rédiger un coup de cœur. Là je suis en plein dans le tome 3, mais je vous en parlerai naturellement lorsqu'on tournera la vidéo du mois de juillet, puisque je pense le finir en juillet, en tout cas je l'espère. Et le tome 4 ne sortira que l'an prochain et je pense que je vais être dévastée. Ça va être très dur, mais en tout cas voilà, je suis ravie d'avoir fait confiance à ma copine et d'avoir lu ce roman, c'est un grand plaisir. J'ai ensuite lu une bande dessinée qui s'appelle Perséphone, le tourment d'Hadès. C'est de Alison Shaw et c'est paru chez Akileos en 2022. Ça a été traduit de l'anglais par Achille et Léana Félix. Alors Achille, je ne sais pas du tout si c'est une boîte de traduction ou si c'est... parce que c'est écrit, enfin, c'est écrit bizarrement. Et il y a juste un prénom. Donc je me dis c'est peut-être la boîte de traduction dans laquelle Léana Félix travaille. Je ne sais pas. Mais en tout cas voilà, ça a été traduit par ces personnes-là. Peu importe. On s'en fout, je suis en train de tergiverser. À la base je l'ai vu parce que moi j'avais... Alors je suis beaucoup L'Or Olympus qui est un webtoon que j'adore et qui commence à sortir chez Hugo Roman en France. Que j'ai adoré. Et du coup, je me suis intéressée un peu à cette histoire d'Hadès et Perséphone. En plus, c'est la mode en ce moment, Hadès et Perséphone, puisqu'il sort des... C'est chez qui? C'est chez Hugo Stardust que sortent la série Hadès et Perséphone. Donc c'est un couple qui fait parler, c'est-à-dire qu'on réécrit beaucoup ce couple, ce mythe d'Hadès et Perséphone, où la jeune Perséphone, fille de Déméter, déesse du printemps. Perséphone est la déesse du printemps. Déméter n'est pas que la déesse du printemps, elle est la déesse... je crois qu'il y a plein de trucs, fertilité, les cultures, les machins, enfin bref, c'est elle qui donne à bouffer aux humains, quoi. Et donc sa fille, Déméter tient beaucoup à sa fille Perséphone, mais un jour Hadès s'éprend de Perséphone, l'enlève et l'emmène aux enfers, et Perséphone se nourrit aux enfers, sauf qu'il est une règle qui dit que quand on se nourrit aux enfers, on ne peut pas remonter. Déméter décide donc d'arrêter complètement de nourrir la planète, donc d'abandonner ses cultures et de les faire crever. Et Zeus, qui voit que les hommes sont en train de mourir, se dit quand même faudrait faire quelque chose, donc il va négocier avec Hadès. Perséphone pourra donc passer la moitié de l'année en haut sur Terre et passera l'autre moitié de l'année aux enfers avec son époux Hadès. Ça c'est le pitch de base, donc c'est là qu'on voit le printemps et l'été, Perséphone est avec sa mère, et l'automne et l'hiver, sa mère dépérit parce que Perséphone n'est plus là. Souvent, Perséphone est décrite comme un peu effacée dans le mythe, c'est-à-dire elle est absolument pas actrice de sa vie, et là beaucoup de mythes le réécrivent, et notamment celui-ci, en disant que Perséphone est une femme qui sait ce qu'elle veut. Certes, elle y connaît pas grand chose en fait à la vie, certes elle a été surprotégée par sa mère, mais aujourd'hui elle veut faire ses preuves, mais elle tombe amoureuse d'Hadès malgré tout ce qu'on peut dire sur lui, malgré... Et voilà, donc on a cette espèce de couple d'Hadès et Perséphone qui va se nouer. Dans cette BD, comme dans toutes les réécritures, Perséphone décide de donner une chance à Hadès et Hadès tombe amoureux. Alors ici, Hadès tombe amoureux parce que Cupidon, Eros, lui a tiré des flèches et que donc il tombe très amoureux de Perséphone. Que plus il résiste à Perséphone et plus il en tombe amoureux, et puis au bout d'un moment, quand il cesse de résister, quand il s'abandonne à son amour pour Perséphone, et du coup il va mieux, il guérit et il vit un amour sain. Voilà. Donc en gros on a l'émancipation de Perséphone et l'ouverture d'Hadès à ce sentiment qu'est l'amour. J'ai bien aimé cette bande dessinée. Moi à la base ce qui m'avait plu c'est les couleurs très automnales. Je vous mettrai là ou là. Je vous mettrai là d'ailleurs parce que là j'ai plein de trucs moches et des fils, donc on va mettre des BD là. Je me pousse un peu. Monteur. On va mettre des trucs là. Les couleurs de cette bande dessinée sont très automnales. Et en ce moment, je sais pas pourquoi, je suis très couleur automnale. On a du doré, du orange, ces espèces de saumon pastel. Donc j'adorais le trait, j'adorais les dessins très doux, le chara-design d'Hadès que je trouvais très sympa, très pointu, mais en même temps un peu touchant. Et le chara-design de Perséphone, tout en rondeur, avec ses grands yeux. Bref, je trouvais ça très chouette. Maintenant, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de consistance. C'est très court, c'est trop court. Donc autant dans L'Or Olympus on a des longueurs, parce que on est sur 2 comics très très longs, et le 3e qui sera le dernier sera aussi un peu long, et donc on va traîner en longueur. Autant là, je trouve qu'on va trop vite. On survole un peu l'histoire. Le mec il a gribouillé, enfin le mec, la nana, elle a gribouillé sa petite histoire et elle n'a pas cherché à approfondir, on n'a pas vraiment de péripéties. Une fois qu'Hadès a compris qu'il fallait qu'il s'abandonne, que Perséphone elle est croque-love d'Hadès et qu'il décide de partir,
Bon voilà, après on a aussi cette émancipation, un truc que j'ai aimé, on a cette émancipation sexuelle de Perséphone qui est en fait une liberté qu'elle s'octroie, et ça j'ai trouvé ça très sympa en soi, mais ouais, ça manquait de quelque chose, ça manquait, c'était trop court, c'était trop bref, c'était pas suffisamment développé pour que je réussisse réellement à m'accrocher au personnage. Alors oui, je vais être chiante, hein, ça va être le thème de la vidéo, ça va être je ne m'accroche pas au personnage. Donc là, autant j'ai adoré les dessins, j'ai envie de les arracher de la BD et de les accrocher à mon mur parce que vraiment les couleurs sont chouettes, les chara-design sont chouettes, autant j'ai trouvé que l'histoire c'était un peu léger quoi. Voilà, surtout pour le prix de la bande dessinée. Donc je me disais, j'y mettais beaucoup d'attentes aussi. Ça faisait un bout de temps que j'avais vu que ça allait sortir chez Akileos. Le jour de sa sortie, je l'ai surveillé comme une malade, je l'ai attendu, je l'ai acheté tout de suite, enfin bref. J'avais peut-être un peu trop d'attentes sur ce bouquin. Mais enfin, je l'ai lu, j'en suis heureuse, je le garde parce que j'aime beaucoup le dessin, mais je suis moins fan du développement de l'histoire. Et enfin, je termine le mois avec une autre bande dessinée. Il s'agit de Lightfall, le tome 1 qui est paru chez Gallimard Jeunesse, chez Gallimard Bande Dessinée, pardon, en 2021. Et c'est de Tim Probert, traduit de l'anglais par Fanny Soubiran. Je crois que c'est ça, Sophie Soubiran. Ou Soubiran. Voilà. On est content, hein, j'arrive à me relire. Cette bande dessinée, Lightfall, c'est un peu comme Perséphone, je l'ai vu arriver. Et alors là, par contre, je l'ai trouvé mais tellement belle. Dans le chara-design, ça me faisait un peu penser à Tom Pico et Carensac Aubépine, parce que c'était des personnages très ronds, avec de grands yeux, avec des têtes un peu carrées, un peu cartoonesques, enfin, je sais pas comment dire, c'est un dessin très très doux. De toute façon, je vais vous mettre juste ici, là, je vais vous mettre des inserts, parce qu'il faut absolument que vous voyez à quoi ressemblent les planches. On va suivre une jeune fille dont j'ai encore une fois oublié le nom, donc on va aller chercher son nom ensemble sur mon petit téléphone. Lightfall, tome 1. Donc le sous-titre c'est La dernière flamme, Béa. Voilà. Je savais que c'était un petit nom, je savais plus si c'était Isa ou Béa. Donc on va suivre l'histoire de Béa qui a été recueillie par un cochon sorcier avec qui elle vit depuis toujours. Ce cochon sorcier, c'est une sorte de pharmacien, tu sais, il prépare des remèdes avec des plantes quoi. Ils vivent dans une forêt enchantée, dans un monde où il n'y a plus de nuit, puisque depuis la chute du soleil, eh bien flottent dans le ciel des espèces de grosses boules de lumière qui remplacent le soleil. Nous on va suivre Béa qui s'inquiète beaucoup parce que le cochon sorcier est allé faire une course, est allé faire une livraison et elle ne le voit pas revenir. Elle décide donc de partir à sa recherche et en route elle va croiser un caldurien qui est une espèce qui a quasiment disparu, qui s'appelle Cad et qui cherche les siens. Cad, lui, il s'est endormi quand le soleil s'est couché, et il s'est levé quand il s'est réveillé, en fait, il y avait déjà toutes ces boules de feu et toute sa tribu avait disparu. Et son seul moyen de retrouver les autres Calduriens, eh bien, c'est de traduire un texte. Lui, ne lit pas le Caldurien, et le seul qui lit le Caldurien, c'est le cochon sorcier. Béa lui dit donc, viens avec moi, cher ami, allons ensemble chercher mon grand-père, le cochon sorcier, et bam, tu as une quête. Tu vois ce que je veux dire? Voilà donc nos deux amis bras dessus bras dessous qui vont traverser les péripéties et les planches plus belles les unes que les autres. Mais encore une fois, je vous en mettrai des exemples. C'est lumineux. Le truc s'appelle Lightfall, la dernière flamme, mais oui, je veux. C'est lumineux, vraiment. Il y a de la lumière partout dans les dessins. Et je veux dire, limite on pourrait éteindre la lumière de la chambre. Le livre continuerait à briller comme un soleil. Je te jure, c'est impressionnant. J'ai donc adoré ma lecture de Lightfall. C'est une vraie aventure. Et là, pour le coup, j'avais un peu peur que ça fasse comme Perséphone. Le reproche que j'ai à faire aujourd'hui à la bande dessinée, c'est que là où avant, dans un 48 pages, sur un format franco-belge, on parvenait à raconter une histoire de A à Z, là aujourd'hui, soit on s'attarde un peu trop parce qu'on se dit oh ça va, j'ai beaucoup de pages, soit c'est très lent, soit il manque des choses. Bref, j'ai du mal à trouver des BD correctement rythmées qui me plaisent. Et là, comme j'avais lu Perséphone juste avant, je me suis dit est-ce que Lightfall va pas faire pareil que Perséphone? Et est-ce que je vais pas trouver ça un peu ledge en fait? Et pas du tout. C'est parfaitement rythmé, tu suis une aventure, t'as envie de la suivre, il y a des vraies péripéties, tu sens les personnages vraiment en danger, il y a des moments frustrants où tu te dis mais non, comment t'as pu ne pas voir ça, c'est pas possible. Cad est génial et il est très drôle. C'est un gars qui s'en fait pas beaucoup dans la vie, qui aime les gens, qui aime les rencontres. Béa, c'est une petite nénette qui est fraîche quoi, enfin...
Voilà, on a ce duo qui marche très bien et qui est entouré par des vauriens, des malfrats, des gens qui vont les trahir, des voleurs, des monstres, voilà. Et donc ils vont faire leur petit bonhomme de chemin. Là il y a le tome 2 qui va sortir, je sais pas combien il va y avoir de tomes, je crois que c'est un diptyque mais je veux pas vous dire de bêtises. Et comme en ce moment je dis beaucoup de bêtises, je retire ce que je viens de dire, je préfère vous dire que je ne sais pas. Bah j'attends le tome 2 et franchement j'ai vu la couverture du tome 2, là c'est totalement l'inverse du tome 1. C'est-à-dire que là où le tome 1 est lumineux et chaud, vous avez cette espèce de lumière jaune permanente, le tome 2 lui est très lumineux aussi mais bleu-blanc sur la couverture, bref c'est magnifique. J'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 2 et je ne saurais que vous dire de lire ce tome 1 qui s'adresse à un jeune public, donc ça fonctionne très bien pour les 12 ans et plus. Alors ils le mettent en 9-12 ans, il a gagné le prix jeunesse à Angoulême cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Ils le mettent en 9-12. 9 ans c'est un peu lourd quand même pour un gamin de 9 ans, mais enfin, enfin ça voilà. C'est-à-dire que d'un côté, la bibliothèque rose en 8-12 ans t'enlève tous les passés simples et te fait des phrases de pas plus de 4 mots, et de l'autre côté t'as Gallimard Jeunesse et le festival d'Angoulême qui te disent oh si 9 ans ça va, hein. T'as trouvé un juste milieu les gars, moi je dirais bien à partir de... ouais, de 11 ans quoi. Et après il n'y a pas d'âge pour arrêter de la lire parce que c'est franchement une BD fantastique. Donc pour changer un petit peu des Boulet Bill et des légendaires et des machins, si vous voulez trouver autre chose à acheter comme BD, et ben vous pouvez plonger sur Lightfall qui est une merveilleuse découverte. Et on en a fini avec les lectures du mois de mars. Ça n'a pas été le mois le plus prolifique de l'année, hein. Nous allons passer aux acquisitions. Les acquisitions du mois de mars sont... ouah, pas trop nombreux, ça va, j'ai été assez sage, j'ai pas été très sage, j'ai été assez sage, d'accord? J'ai reçu et lu dans le mois, c'est merveilleux, La princesse sans visage d'Ariel Holtz paru chez Slalom en service presse. Et vous voyez pour une fois, aussitôt reçu, aussitôt lu, c'est merveilleux. Je vous en ai parlé. J'ai également acheté Lightfall, parce qu'enfin il était de nouveau disponible. Lightfall a longtemps été en réimpression. J'ai essayé de le commander à la librairie pendant des mois, pas moyen de l'avoir, et là enfin il était dispo, boum, je l'ai commandé. Je me suis donc acheté et j'ai lu, deuxième livre que j'achète et que je lis, Lightfall de Tim Probert, paru chez Gallimard bande dessinée. J'ai également reçu Amande de Sun Wong Pion, je sais pas si je le dis très bien, paru chez PKJ, que j'ai lu dans les mois, donc vous voyez c'est beaucoup de lectures, alors là j'ai pas lu ce mois-ci mais c'est beaucoup de lectures que j'ai lu, enfin de bouquins que j'ai lu dans les mois suivants. J'ai également, et ça c'est un oubli du mois de février, en fait quand je vous ai fait la vidéo du mois de février j'ai oublié de vous parler de cet achat là que j'avais oublié de mettre, c'est Inheritance Games, les tomes 1 et 2 et la précommande du tome 3, j'avais donc reçu en février les tomes 1 et 2, j'ai lu le tome 1 et le tome 2 est en cours aujourd'hui au mois de juin, donc ça traîne pas trop dans la palle non plus. Pardon, Inheritance Games, si je vous donne que la moitié des informations, de Jennifer Lynn Barnes. Moi, c'est paru chez Griffin, mais en vrai, ça paraît chez PKJ en français. J'ai également acheté Perséphone, que j'ai lu. Non mais vous voyez, est-ce que vous êtes fiers de moi ou pas là? J'ai acheté Perséphone de Alison Shaw, paru chez Achilleos, donc cette année. J'ai également commandé d'occasion, parce que je voulais vraiment l'avoir dans ma bibliothèque, les 7 morts d'Evin Hardcastle de Stuart Turton, et j'ai pris la version grand format chez Sonatine, que j'avais trouvé à 5 € sur Vinted, donc j'étais ravie, et je suis ravie de l'avoir dans ma bibliothèque, parce que c'est un livre que j'avais beaucoup aimé, que j'ai déjà lu et que j'avais beaucoup aimé. J'ai reçu, grâce à Babelio et à Lumen, il y avait un concours, j'ai participé totalement par hasard. Et j'ai reçu Galante de V.E. Schwab, paru chez Lumen cette année également. Je ne l'ai pas encore lu, il est dans ma pile à lire et je veux le lire rapidement parce que j'avais beaucoup aimé Adi Larue. Et là franchement je me dis, je suis intriguée, il y a deux types de retours, il y en a qui ont beaucoup aimé, il y en a qui ont trouvé le roman trop lent et trop superficiel, enfin que ça allait pas assez en profondeur. Je sais pas trop quoi en penser, mais en tout cas je l'ai reçu. Merci Babelio et Lumen par ailleurs. J'ai également reçu, parce que c'est en mars qu'a commencé l'envoi des Blackwater, le Blackwater tome 1 de Michael McDowell, paru chez Monsieur Toussaint l'ouverture, et qui est paru depuis début avril jusqu'à mi-juin je crois, toutes les 2 semaines. Voilà, donc là en l'occurrence j'ai reçu tout fin mars le premier tome de Blackwater. Alors après j'ai reçu une précommande, enfin un bouquin d'une commande d'une campagne Ulule. Je suis les éditions Tibère de très très près, j'achète chacun de leurs bouquins, il n'y a pas une campagne à laquelle je n'ai pas participé, si peut-être la première
sur les hirondelles de Kaboul que je n'ai toujours pas. Mais en tout cas, depuis, j'ai participé à toute leur campagne et là j'ai reçu leur dernière production, en tout cas la dernière production de l'époque, parce que maintenant il va y en avoir une nouvelle que je vais recevoir. Il s'agit de Madame Bovary de Gustave Flaubert, paru donc aux éditions Thibert. Et puis enfin le dernier achat, ça c'est pas le truc dont je suis le plus fière parce qu'en général je suis pas du tout pour acheter ce genre de bouquin, c'est pas du tout mon style, mais là ça m'a motivée, je l'ai lu au magasin, je fais ah trop bien. Et c'est un livre qui s'appelle Ménage et vous, donc c'est un jeu de mots avec Ménagez-vous. C'est de Bruno Ginesti. Et c'est paru chez Marabout. C'est un bouquin pour apprendre à faire le ménage et surtout pour apprendre à faire ses produits ménagers. Alors la différence entre ce livre-là et les autres bouquins, c'est que celui-ci en fait chronomètre les tâches. Et alors moi, il n'y a pas mieux que de me dire t'en as pour un quart d'heure, pas plus. Et là, ce qui est super cool, c'est qu'il va te dire donc les tâches quotidiennes, les tâches hebdomadaires, les tâches à faire tous les mois et les tâches à ne faire qu'une fois par an. Ce qui fait que toi, quand tu lis ça, bah, tu ne culpabilises pas de ne pas pousser ton frigo tous les jours pour passer l'aspirateur derrière, parce que justement il arrive à te dire bah voilà, à cette fréquence-là c'est suffisant, genre nettoyer ma hotte aspirante, je le faisais quasiment jamais parce que j'étais là, oh mon dieu elle est trop dégueulasse, comment je vais faire machin. Là aujourd'hui je sais qu'une fois par mois nettoyer la hotte ça suffit, et bah, j'ai acheté le bon matériel pour le faire, pour nettoyer ma hotte, j'ai nettoyer ma hotte en genre 5 minutes quoi. Et donc comme tous les trucs sont chronométrés, tu te dis ah ouais c'est vrai, ça me prend pas plus d'un quart d'heure. Et il m'en a pas fallu plus. Aujourd'hui ma maison est pas plus propre parce que de fait bon en ce moment j'ai une vie un peu compliquée, donc je n'arrive pas à ranger, à nettoyer ma maison, mais ça m'a beaucoup aidé, notamment en termes d'utilisation de produits, de fabrication de produits ménagers. Je fabriquais déjà ma lessive, mais là j'ai fabriqué plein d'autres trucs super, notamment la pierre d'argent pour nettoyer les plaques vitraux. J'ai acheté le bon matériel et aujourd'hui je sais comment m'y prendre pour nettoyer quelque chose, au lieu de frotter comme une tarée, j'ai les bons produits, j'ai tout ce qu'il me faut et franchement c'est un bouquin qui m'a beaucoup aidé. Voilà pour mes achats du mois de mars. C'est ici que s'achève cette vidéo. je suis ravie de l'avoir refilmée parce que je la trouve quand même un petit peu mieux, enfin... J'ai moins d'affouillé, quoi, j'ai moins d'affouillé que dans la première version de la vidéo. N'empêche, elle sortira pas avant juillet. Et bah tant pis, écoute... ça sortira quand ça sortira, j'ai envie de dire, on a dit qu'on ne s'imposait rien. Arrête, je n'aime pas qu'on me mette des chaînes, d'accord? Bref, si jamais vous êtes d'accord avec moi, si vous avez lu certains bouquins que j'ai lus, ou bien si certains bouquins vous font envie, ou alors pas du tout, si je vous ai fait changer d'avis, si je vous ai donné envie de lire un bouquin, n'hésitez pas, allez dans les commentaires, laissez-moi un petit mot, vous le faites pas, tant pis, comme d'habitude. Si vous pouvez liker la vidéo, vous le faites, ça me fait super plaisir. Si vous ne le faites pas, bah ça m'aura fait plaisir de quand même de bavarder avec vous. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, et je vous promets que j'essaierai d'être un petit peu plus régulière. En tout cas, là cet été, je vais préparer pas mal de contenu pour pouvoir le poster le reste de l'année. Et je vais essayer de rattraper mon retard sur les vidéos de mes lectures et de mes achats. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes lectures et je vous fais d'énormes bisous. À la prochaine!